Merci de rester fidèle au programme. Dites-le, c'est parti pour cette édition de soir des titres. Dans la région de Matam, notamment à Dumgawuro, Tcherno, des pluies et des vents forts ont été enregistrés. Plusieurs dégâts ont été enregistrés. Le sous-préfet de l'arrondissement de Ogo a effectué une visite pour s'enquérir de la situation et promet un accompagnement des autorités. Semaine de l'enfant africain, l'ONG Educo au Sénégal réunit les acteurs de la protection de l'enfance au cœur des échanges, la présentation des résultats de la stratégie municipale de protection de l'enfance. Un plaidoyer a également été fait par les enfants pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations dans les politiques locales. La situation économique du pays, les entreprises privées plaident pour un meilleur accompagnement de l'État. Selon eux, la dette intérieure est intenable depuis l'arrivée du nouveau régime. Ces derniers pointent du doigt le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko à travers les mesures qui ont été prises qui ne font pas du goût donc, de ces entreprises privées. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Dumga Wurotcherno, c'est dans la région de Matam. Des pluies et des vents forts ont été notés en nuit du jeudi à vendredi. Plusieurs dégâts ont été enregistrés dans la localité. Le sous-préfet de l'arrondissement de Ogo s'est rendu sur place pour constater les dégâts et promet un accompagnement des autorités. Amadou Martial. Suite aux nombreux dégâts causés par les fortes pluies et les rafales de vent violents, sur instruction du chef de l'exécutif régional, le sous-préfet de l'arrondissement de Ogo s'est rendu à Dumgo Wurotcherno afin de constater de visu l'ampleur des dommages causés aux habitations. L'objet de ma visite, c'est qu'il y a un orage accompagné de vent violent qui s'est abattu hier nuit au niveau du village de Dumgo Wurotcherno. Il y a eu beaucoup de dégâts. Je suis venu faire le constat moi-même. Depuis 7h30, je suis au niveau du village. J'ai fait le tour avec les chefs du village et les notables qui sont là pour faire un peu la situation. Il y a beaucoup de toitures en zinc qui sont emportées par le vent. Il y a des poteaux électriques aussi qui ont été arrachés, des poteaux qui sont sur terre et d'autres aussi qui sont inclinés. D'ailleurs, on a saisi les services de la Sénélec pour leur établissement nécessaire. Donc c'est ça, il y a aussi des arbres aussi qui ont été arrachés. Donc on est en train de faire le recensement exhaustif et ensuite nous allons aussi transmettre ça aux autorités compétentes. Parmi les sinistrés rencontrés, un habitant a vu la toiture de sa concession être arrachée par la violence du vent. Après avoir mis sa famille à l'abri chez des proches, il a passé une nuit blanche, inquiet face à la situation. ngelaw bi ñëw nag ngelaw bu métti ñëw day yóbbu ci sang bi lépp bâtiment bi léegi fi bâtiment bi fi mu nekk day xaru bâtiment bi ñetti néeg bi moo yem des na benn néeg ak véranda yi moo des. À Dumgo Wurotcherno, plus d'une quinzaine de concessions ont perdu leur toiture sous l'effet des vents violents. Plusieurs poteaux électriques ont également été mis à terre, provoquant des perturbations dans la fourniture d'électricité. Une équipe de la Sénélec est déployée le long de la route nationale 2 ainsi que dans les zones touchées afin de procéder aux réparations nécessaires et de rétablir l'électricité dans les meilleurs délais. Semaine de l'enfant africain, l'ONG Educo Sénégal a réuni les acteurs de la protection de l'enfance à Dakar. Au cours des échanges, la présentation des résultats de la stratégie municipale de la protection de l'enfance, mais également le plaidoyer qui a été fait par les enfants pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations dans les politiques locales. Le point avec Elisabeth Grastine et Mafalfal. L'ONG Educo Sénégal met le curseur sur la protection des droits de l'enfant. Selon le directeur pays d'Educo Sénégal, l'objectif est de renforcer l'engagement des acteurs locaux en faveur de la participation et de la protection des enfants. Cette année, nous avons le thème lié à l'assainissement, à l'eau et à l'hygiène. Il est clair que dans nos établissements scolaires, nous avons à peu près, si on regarde le dernier RNSE, c'est
le rapport national sur la situation de l'éducation, nous avons plus de 50% des établissements scolaires qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à l'assainissement. Ça, c'est des défis. Et ce chiffre est beaucoup plus encore parlant quand on va dans certaines régions. Il est également revenu sur les réalisations de l'organisation, notamment dans les communes de Guinaw Rail Sud et de Yeumbeul, à travers la mise en place et l'accompagnement des conseils municipaux des enfants. Et dans le cadre, en tout cas, de ce projet-là, aujourd'hui, nous avons réussi avec la commune de Guinaw Rail Sud et de Yeumbeul à pouvoir dédier une ligne au moins budgétaire à ces enfants-là pour qu'ils puissent défendre et mettre en œuvre leur plan d'action. Nous avons des conseils de quartier qui n'étaient pas dynamiques, qui ne participaient pas à la gouvernance locale. Aujourd'hui, grâce à ce projet-là, nous avons des conseils de quartier qui participent à la réalisation et au développement de leur propre cité et de leur propre quartier. Les enfants demandent à l'Association des maires du Sénégal de renforcer leur participation à la prise de décision. Un plaidoyer bien accueilli par l'Association des maires du Sénégal. Nous avons bien entendu leur plaidoyer pour ce qui concerne l'Association des maires, c'est-à-dire un peu la mise à jour des budgets, des nomenclatures budgétaires. Et ceci ne concerne pas seulement même les enfants, mais ça concerne globalement les budgets locaux qui doivent être arrimés aux nouvelles réalités. La seconde, c'était un cadre législatif pour le Conseil municipal des enfants. Je crois que c'est un débat qui est à jour, à l'orée de l'élaboration de l'acte 4 de la décentralisation. L'ONG Educo Sénégal souhaite par ailleurs étendre les conseils municipaux des enfants à l'ensemble des communes du Sénégal afin de mieux garantir les droits des enfants en leur donnant davantage la parole sur leurs besoins et leurs préoccupations. Lancement du vol inaugural Dakar-Montréal opéré par la compagnie Air Transat. Une nouvelle liaison aérienne mise en service à l'aéroport international de Blaise Diagne qui constitue un pont entre le Sénégal et le Canada. Cette nouvelle ligne offre également de nouvelles opportunités, mobilité à la diaspora sénégalaise, mais également aux voyageurs à la sous-région ouest africaine, selon les autorités. Mountaga Kane et Mamadou Ba. Dans le brouhaha caractéristique de l'aéroport, entre conversations animées, annonces sonores et mouvements de foule, tout semble souhaiter la bienvenue à ce nouvel arrivant du ciel international. Il s'agit de la première liaison directe opérée par une compagnie canadienne entre le Canada et l'Afrique subsaharienne. C'est un vol très important pour nous parce que c'est le premier vol d'une compagnie canadienne sur l'Afrique subsaharienne. Il y a beaucoup de communautés africaines au Canada. Il y a beaucoup d'Africains qui vont au Canada. 2 pays francophones, des liens très forts. Alors pour nous, c'est une belle opportunité, aussi bien économiquement que culturellement. Alors imaginez les familles qui se retrouvent à moins de 8-9 heures de vol, direct, sans escale. Alors c'est formidable. Cette nouvelle ligne aérienne constitue un véritable pont entre le Canada et l'Afrique de l'Ouest. Elle contribuera à promouvoir la dite destination. Je pense que c'est déjà une très belle initiative qui renforce véritablement la promotion de la destination sénégalaise. Donc le lien est une évidence et je pense que c'est l'occasion de saluer les initiateurs. L'objectif, c'est d'atteindre 10 000 passagers l'année. Nous pensons qu'au moins, nous pourrions atteindre les 10 000. C'est une projection de 10 000 visiteurs au moins par an. Je pense que ce serait très bien. Pour l'instant, il y aura 2 vols la semaine. Et le fait que l'avion soit plein de passagers est un bon signe. Ça commence avec 2 vols par semaine. Ça va, je pense que ça va monter à 3. Et le demain, ça sera très fort. Et déjà, avec le premier vol, on le comprend. Il est venu plein, il part plein. Donc, je pense que c'est une bonne opportunité pour les Africains et pour les Canadiens sur l'Afrique de l'Ouest et le Canada. Cette nouvelle liaison contribuera à faciliter les déplacements de la diaspora sénégalaise établie au Canada, à soutenir les flux touristiques entre les 2 pays et à encourager les opportunités d'affaires et d'investissement. Agnacia
un apport, c'est un casement sur la réhabilitation des unités de transformation agroalimentaire ou de nouvelles perspectives économiques pour les femmes bénéficiaires grâce notamment à des infrastructures modernisées. Les produits locaux comme la mangue et l'oumad sont désormais mieux valorisés, transformés et commercialisés. Les autorités saluent une initiative qui contribue à la promotion du consommé local, tout en créant des opportunités d'emploi, mais également de revenus. Le sous-préfet de Niassia appelle les femmes et les jeunes à s'approprier ces acquis pour garantir leur durabilité. Il s'appelle Moussa Aliba. Nous l'écoutons, il est ici au micro de Hassan Ba et de Sambou. Nous sommes très satisfaits de votre accompagnement pour les femmes des deux communes. Cela aussi a pu être possible grâce à cette synergie d'action entre les acteurs qui interviennent dans l'arrondissement de Niassia, à savoir l'ONG 3D, à savoir ETDS. Si on parle de la transformation des produits agroforestiers, on va penser directement aux produits qui vont quitter les forêts, qui vont être transportés au niveau de ces unités. Ces produits vont être transformés et ensuite commercialisés. Donc c'est une chaîne de valeur, depuis la production jusqu'à la transformation, ou bien depuis la cueillette jusqu'à la transformation. Nous avons constaté de visu que ces femmes ont été très bien formées, très bien outillées, très bien capacitées, parce que ce que nous ont montré aujourd'hui dans ces deux unités de transformation, le MAD récolté que les gens cueillent au niveau de ces forêts sont transformés directement ici au niveau de ces unités. Nous avons constaté la mangue qui pourrissait dans la nature actuellement est récupérée, transportée au niveau de ces unités, transformée et commercialisée. Nous avons constaté que ces femmes sont en train de participer activement à la valorisation des produits locaux. Que les jeunes aussi viennent participer activement à ces formations. Donc si les gens veulent travailler, je crois que la porte vous est largement ouverte à travers ETDS et Ouzoforum. La mutuelle de santé des agents de l'État et l'UFR des sciences de la santé de l'Université Saint-Sec de Ziguinchor ont organisé une journée de sensibilisation communautaire. C'est pour promouvoir la prévention et l'accès aux soins. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat visant à rapprocher davantage les spécialistes des populations. Plusieurs thèmes liés à la santé publique, aux maladies chroniques, mais également au dépistage et à la mutualisation des risques ont notamment été abordés. Je vous propose aussi tour à tour les explications d'Evelyne Sigadjon, elle est la directrice de l'UFR Santé de l'Université Saint-Sec de Ziguinchor, UFR Sciences de la Santé de l'Université Saint-Sec de Ziguinchor et bien sûr Fanta Nilan Sani, médecin-chef du centre médico-social. Elles sont ici au micro d'Assanba et d'Aolosambou. En tant que médecin, les soins. Deuxièmement, l'enseignement, le transfert de connaissances. Et le dernier point de vocation, c'est le service à la communauté, le service à la société par les soins gratuits, par le transfert de connaissances et également l'éducation thérapeutique dans certaines pathologies. En partenariat avec la mutuelle de santé des agents de l'État, nous avons eu droit aujourd'hui à une séance extrêmement riche avec différents spécialistes de cardiologie, ORL, neurologie, néphrologues de renom aussi, de santé publique et en règle générale donc de pathologie humaine. De nombreux thèmes ont été en tout cas partagés. Il s'agissait de pathologies cardiovasculaires, néphrologiques, des problèmes du coût de la santé et de la mutuelle, de l'intérêt de participer, en tout cas d'adhérer à une mutuelle. Également les accidents domestiques tels que l'inhalation de corps étrangers et les pathologies de dépistage et de surdité avec l'intérêt du dépistage néonatal dans la région. Soucieux de l'augmentation et de la demande de qualité de soins dans la région, nous avons jugé nécessaire de signer une convention avec l'UFR Santé dans le but de permettre à la population
d'avoir accès à des soins de qualité et de pouvoir de mieux se rapprocher des spécialistes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a créé cette activité, on a organisé cette activité avec l'UFR Santé. L'objectif de cette activité, c'était de sensibiliser la population et de leur permettre, à travers cette sensibilisation, qu'ils puissent prévenir les maladies et d'être beaucoup plus outillés en termes de santé et de pouvoir arriver à la maison aussi, sensibiliser la famille, sensibiliser la population, sensibiliser les quartiers. Restons Casamance. Le projet naturel a franchi une nouvelle étape dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs avec l'organisation Ziguinchor d'un atelier B2B réunissant 20 organisations bénéficiaires, 6 comités de gestion. Une rencontre qui a pour objectif de renforcer les capacités économiques des participants en les connectant aux acteurs du marché, du financement et institutions de microfinance, acheteurs, fournisseurs et collectivités territoriales ont échangé avec les bénéficiaires autour des opportunités de développement de leurs activités. Voici les explications d'Henriette Sylvain Sambou, spécialiste en développement organisationnel à Soko Devi. Elle est ici au micro également d'Hassan Baïdela de Sambou. Chacun et chacune travaillait de façon individuelle. Mais aujourd'hui, dans le cadre du projet naturel, on est arrivé à les amener à travailler de façon collective, à avoir un esprit d'équipe pour pouvoir développer des activités génératrices de revenus, un peu diversifiées pour leur permettre de générer des revenus. Donc, de ce fait, on est passé par le processus de production. Quand vous voyez, il y a ceux qui sont dans la transformation des huîtres, c'est parce qu'il y a le processus de production avec des parcs ostréicoles qui sont mis à leur disposition avec des formations et des renforcements de capacité qu'on a eu à le faire. D'autres sont dans l'apiculture, qui est une apiculture moderne, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et là, maintenant, les organisations produisent, transforment. Et quand tu accompagnes une organisation, tu l'as dit, produit, transforme, il faut que tu l'accompagnes dans le processus de commercialisation. Donc aujourd'hui, cet atelier permet à ces organisations qui ont eu la chance de bénéficier de l'accompagnement de Soko Devi dans le cadre du projet naturel, de pouvoir terminer le processus d'accompagnement avec cet atelier B2B où il y a les institutions de microfinance, il y a les acheteurs, il y a les fournisseurs d'intrants, il y a les organisations en tant que telles, il y a les comités de gestion et il y a les collectivités territoriales parce que beaucoup de nos activités qu'on fait, il y a les collectivités territoriales qui les accompagnent et on tend vers la pérennisation. Soko Devi est appelé un jour à partir, donc ces organisations ou bien ces entités ou ces structures que nous avons eu à inviter seront là pour les accompagner dans la pérennisation, dans la continuité des activités. Il ne faudrait pas que tous ces investissements qu'on a eu à faire avec ces organisations soient exprimés. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui est derrière, qui les accompagne. Donc ce processus, c'est ce que vous voyez aujourd'hui dans l'exposition. C'est à leur première exposition aujourd'hui, dans cet atelier B2B, où chaque organisation accompagnée amène le produit diversifié que Soko Devi a eu à l'accompagner dans le cadre du projet naturel. Inauguration de la première salle informatique adaptée aux élèves non-voyants du Sénégal au CEM Katanga de Pékin-Est, équipé d'ordinateurs, d'une synthèse vocale, mais également de claviers en braille, une infrastructure qui vise à faciliter l'accès au numérique et à renforcer l'autonomie des jeunes souvent confrontés à de nombreuses difficultés dans le parcours scolaire. Il s'agit bien sûr d'une salle informatique ou de la première salle informatique adaptée aux élèves non-voyants au Sénégal. Mohamed Aliou Sakho, membre fondateur de Digente Suisse, est ici au micro de Jean-Magan May. Oui, on a choisi salle informatique parce qu'on dit souvent qu'il y a cette barrière numérique déjà pour les enfants à l'école. Et nous, on voulait aussi faire tout pour que les enfants qui ont des déficiences visuelles puissent accéder à l'ordinateur. Et d'où le nom de notre association qui s'appelle Digente. En fait, l'idée, c'est de vraiment créer le pont entre le monde des non-voyants et le monde des voyants, le monde du travail. Et nous, par expérience, on a vu qu'avec l'ordinateur, on peut faire ce pont-là et que ces enfants puissent apprendre de manière autonome pour devenir des citoyens
qui peuvent servir leur pays. Oui, le matériel informatique parce que les ordinateurs ne seraient pas des ordinateurs comme ça, c'est des ordinateurs équipés de synthèse vocale. On a aussi des claviers braille parce qu'on pense que les enfants ils sont déjà dans le braille. Donc pour faire la transition du braille vers l'informatique, on a des claviers braille qu'on peut brancher sur l'ordinateur. Et à partir de ça, il peut reconnaître et pouvoir aller gentiment dans la synthèse vocale. Dans un contexte économique marqué particulièrement, dans un contexte économique plutôt, dans une conjoncture économique, dis-je, particulièrement difficile au Sénégal, les petites et moyennes entreprises font face à d'importantes contraintes financières, structurelles et organisationnelles. Beaucoup de chefs d'entreprise peinent aujourd'hui à joindre les deux bouts, confrontés à la hausse des charges, à la baisse du pouvoir d'achat, mais également à la dette intérieure qui n'a toujours pas été payée selon certains chefs d'entreprise, une situation qui fragilise également leur survie. Ces derniers invitent les nouvelles autorités à changer de paradigme. Ils pointent d'ailleurs du doigt le gouvernement qui était dirigé alors par Ousmane Sonko. C'est un reportage signé Daouda Sambo et Khadija Toucham. Secouées par une crise économique sans précédent, les entreprises évoluent aujourd'hui dans une situation proche de l'agonie. Le secteur du BTP reste l'un des plus touchés, selon ce chef d'entreprise. Le secteur BTP a été le premier secteur à être bloqué par l'État du Sénégal. Si vous vous rappelez bien, ça a été le premier secteur que l'État a bloqué. Et puis, c'est le secteur qui a plus d'emplois. Quand tu bloques le BTP, ça veut dire que tu mets 60 à 70% de ta jeunesse en chômage. Il y a le BTP qui couvre plus de jeunes. Qui dit BTP dit jeunes. Face à cette situation, certains citoyens pointent du doigt la gestion du gouvernement précédent en attribuant une part des responsabilités à l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko. À son arrivée au pouvoir, Ousmane Sonko avait évoqué l'existence des dettes cachées. Cette situation a entraîné le ralentissement, voire l'arrêt de nombreux chantiers, mettant plusieurs entreprises en difficulté. En politique, il ne faut pas agir sous le coup de la rancœur, sinon les conséquences peuvent être lourdes. On nous parle des dettes cachées, ce qui provoque une crise économique, puis on revient plus tard pour reconnaître une erreur d'appréciation. Dans ces conditions, il sera difficile de regagner la confiance des citoyens. Pour ma part, je ne suis pas prêt à renouveler mon soutien pour Ousmane Sonko. Pour sortir de cette conjoncture difficile, ce chef d'entreprise plaide pour la nomination des dirigeants expérimentés à des postes stratégiques. Ce que je les conseille, c'est de remettre les postes aux gens qu'il faut. Dans le secteur de développement de projets, et ce sont des secteurs qui doivent être pilotés par des responsables techniques et des gens développeurs, comme on le dit. Mais tu ne peux pas prendre un politicien qui ne s'y connaît pas. Je pense que tu auras toujours des problèmes de développer ce secteur-là. Entre espoir de relance et inquiétude persistante, les acteurs économiques appellent à des décisions fortes et urgentes pour redonner un souffle aux entreprises privées et stabiliser un tissu économique déjà fragilisé. Miss de Djegem édition 2026. Artistes sesténois qui ont donc gratifié le public d'un spectacle riche. La culture donc dans cette localité a besoin de plus de soutien selon le conseiller personnel du président de la République qui invite les acteurs culturels à investir davantage dans ce domaine. Selon lui, la culture est un élément essentiel dans son pays. Mor Sarr est interrogé par Mountaga Kane et Mamoudouba. C'est vrai que la culture peut dépasser les niveaux dans lesquels il se trouve, notamment dans des zones serrères comme les Djegem, où quand même la culture a joué un rôle important dans l'histoire du peuple. Aujourd'hui, cette culture devait occuper les premiers rôles dans le Sénégal, mais comme je le disais à des acteurs culturels qui m'avaient rendu visite, c'est un domaine qui doit être développé par les hommes de culture. C'est un secteur qui subit beaucoup d'agressions. Le président Léopold Sédar Senghor avait théorisé le rendez-vous du donner et du recevoir.
Aujourd'hui, les cultures africaines subissent beaucoup d'agressions de la part des cultures occidentales, asiatiques, par l'intermédiaire des médias. Donc nous devons travailler avec les autorités de ce pays à préserver ces cultures, à les rendre profitables. Essayer de développer l'aspect économique et entrepreneurial de ces cultures pour les permettre de s'adapter et de pouvoir résister aux agressions extérieures. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.